Parti socialiste respecte-t-il l'intelligence des Français? Je vais vous montrer que, à mon avis, le Parti socialiste met en œuvre un certain nombre de techniques que l'on va élucider. La technique du râteau ou des lieutenants, la technique du mensonge éhonté, la technique du paratonnerre notamment, et la technique de la débilisation. C'est un certain nombre de techniques que l'on verra également utilisées par l'autre parti tout à l'heure. Ça n'est pas exhaustif, hein. J'ai fait ça parce que déjà la conférence est suffisamment longue. Elle peut être enrichie constamment. Alors, la technique du mensonge éhonté, c'est vieux comme la politique. C'est vieux comme la politique, ça consiste à promettre tout et n'importe quoi, on sait que ça va faire plaisir aux électeurs. Et on sait mentir avec tellement d'aplomb que les gens normaux ne peuvent pas imaginer qu'il s'agit d'un mensonge. C'est également la technique aussi ça s'assimile très bien avec la technique du caméléon, dont on verra tout à l'heure. C'est-à-dire vous mentez, vous dites à chaque public ce qu'il veut entendre. Vous mentez constamment. Vous allez aller, par exemple, dans une réunion, et puis vous tombez sur une dame qui dit « Ah, moi, il y a trop d'Arabes chez moi, etc. » Vous avez bien raison. Il faut lutter contre l'immigration, c'est intolérable. Vous faites 3 mètres. Oui, alors voilà, moi je suis d'origine algérienne, j'en ai marre, je fais l'objet comment dirais-je, quand je veux chercher un emploi, je fais l'objet d'une discrimination. Vous avez raison, c'est scandaleux, nous allons prendre des mesures pour lutter contre les discriminations. Ça, c'est Chirac. Hein. C'est systématiquement dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Nous, c'est pas ça. Hein. Parce que vous savez comment on lutte contre les caméléons, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Hein. Les caméléons, il faut les mettre sur un tissu écossais. Donc il faut les mettre, il faut leur montrer tout ce qu'ils ont dit. Hein, on récolte tout ce qu'ils ont dit. Voilà. Et puis on dit que c'est quoi la logique et la cohérence de tout ça? Vous foutez du monde. C'est la raison pour laquelle nous, tout est enregistré. Vous pourrez constater que nous, on dit toujours la même chose à tout le temps devant tous les publics. C'est un principe de base, de respect. Et puis d'intelligence aussi, parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, surtout maintenant avec Internet. Parce que toutes ces méthodes-là que je vais vous montrer, là, qui vont vous déprimer, sont en fait d'un autre temps. C'est d'un temps où il n'y avait pas Internet. Mais maintenant, il y a Internet. Maintenant, et c'est un nouveau monde qui est en train d'apparaître, c'est ce qui fait notre succès. C'est que maintenant, il y a de plus en plus d'internautes qui disent « Il me dit ça, mais attendez, je vais chercher, je suis sûr d'avoir vu que Copé avait dit le contraire. » Et puis, tac, vous retrouvez tout... Ah ben oui, il avait dit exactement le contraire. Je ne résiste pas à vous montrer ce morceau célèbre d'anthologie, qui est le morceau de la campagne présidentielle de 2005, qui est quand même la façon dont François Hollande s'est fait élire. Écoutez donc un peu ça. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Alors ça, c'est quand même vraiment... Enfin, je trouve que c'est 3 étoiles dans le Michelin, quoi. Vous savez que 3 jours après, il est allé à Londres pour dire « Ne vous inquiétez pas, j'ai dit n'importe quoi. Hein. » Actuellement, nous avons comme ministre des Finances M. Macron, qui est un inspecteur des finances. Moi, j'ai tendance à l'appeler M. Micron. Mais bon, je suis méchant. Et en fait, il est passé chez Rothschild, et M. Macron, il est ministre des Finances, mais il est ministre des Finances comme je suis moine tibétain. Il ne fait qu'appliquer les directives d'une oligarchie dont il est en fait le larbin. D'une oligarchie de la finance. Alors, que des gens considèrent que, bon, c'est normal, on doit être les larbins du monde de la finance, pourquoi pas, finalement? Mais là, vous voyez, quand même, on a ici une escroquerie. Les gens, après, nous donnent des leçons de démocratie. Mais la démocratie, ça n'est pas de se faire élire en mentant effrontément pour ensuite faire le contraire exact. Et il le savait qu'il allait faire le contraire exact. C'est exactement de l'escroquerie quand vous achetez, par exemple, un produit dont le marchand sait que ce produit ne marche pas parce qu'il y a une pièce qui est défectueuse et qu'au bout de 3 heures de marche, il va tomber. Il veut évacuer son stock. Il vous dit « c'est parfait ». Et en fait, au bout de 3 heures, vous vous rendez compte que vous vous êtes fait avoir. Mais là, c'est exactement la même chose.
Se faire élire en disant « mon ennemi, c'est la finance », c'est une escroquerie. Et ça disqualifie la démocratie. C'était mon idée de tout à l'heure sur le respect des promesses. M. Hollande est totalement disqualifié pour diriger la France puisqu'il a été élu sur des promesses et un programme qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Donc normalement, il devrait... Oh, non, il aurait de la droiture, d'abord, il n'aurait jamais fait ça. Mais si, imaginons qu'il ait pu imaginer, par exemple, qu'il allait combattre la finance, la France restant dans l'Union européenne, étant pieds et poings liés, il doit présenter sa démission en disant « je suis désolé, je ne peux pas mettre en œuvre le programme que j'ai parce que mon programme était en lui-même contradictoire, parce qu'on ne peut pas être à la fois dans l'Union européenne, accepter les traités européens et prétendre combattre la domination de l'oligarchie financière. C'est incompatible dans les termes. » Voilà quelqu'un qui aurait eu de la grandeur, moyennant quoi il restera dans les livres d'histoire certainement comme l'un des pires chefs d'État français, qui en compte quand même avec une certaine cargaison d'ailleurs. Voilà. Vous voyez ici d'ailleurs tous les ministres, tous les gens qui allaient devenir ministres, M. Le Drian, ministre de la Défense, Mme Filippetti, qui d'ailleurs a quitté le ministère de la Culture. Tous ces gens en fait faisaient partie de cette espèce d'escroquerie généralisée. Voilà. Alors ici, c'est une autre scène que je vous invite à méditer. Vous allez voir le degré d'escroquerie que l'on atteint. Il s'agit d'une émission c'est Public Sénat à 19h. Au moment où il y avait la campagne électorale pour la présidentielle de 2012, il y a eu un moment où on a appris que François Hollande, qui était candidat, avait demandé à être reçu. Alors ça avait parcouru, il y avait une espèce de vague agitation, parce que paraît-il que François Hollande n'arrivait pas à être reçu par Mme Merkel, par M. Rajoy, le Premier ministre espagnol, pas non plus par M. Cameron en Grande-Bretagne. Donc il y avait eu à l'époque une agitation, c'est à peu près au même moment, où on avait fait croire aux Français que François Hollande, ça allait barder. Et que les autres responsables des pays d'Europe, ils les avaient à zéro, parce qu'avec François Hollande, on allait voir ce qu'on allait voir en matière européenne. On a vu. Alors vous allez voir comment ça se passe, parce qu'il y a un débat, et il y a Madame, comment elle s'appelle, la maire de Paris, Madame Hidalgo, elle n'était pas maire de Paris à l'époque, elle l'est devenue depuis, il y a Madame Hidalgo qui est là pour expliquer aux Français que François Hollande, effectivement, va s'opposer brutalement, enfin fortement, aux gens de droite, puisque pour elle, c'est simple comme du papier à musique. L'Europe, c'est une Europe de droite, et quand François Hollande va arriver, l'Europe va devenir de gauche. Hein, ça, c'est un truc à la Mélenchon. On verra, elle oublie simplement qu'il y a 28 États et que la France est 15 sur 27, 1 sur 28. Donc vous allez voir la manipulation, parce que l'objectif qui avait été poursuivi à l'époque, c'était d'essayer de récupérer parmi les gens de gauche l'électorat eurocritique ou eurosceptique en faisant croire que M. Hollande était leur candidat et qu'il allait taper du poing sur la table. Je rappelle d'ailleurs que M. Hollande avait dit qu'il renégocierait le TSCG, vous savez, qui étaient notamment les contraintes financières voulues par l'Allemagne et par Bruxelles. Alors regardez ce dialogue, vous allez voir, c'est intéressant. Invité du 19h, donc Anne Hidalgo, bonsoir. Bonsoir. Première adjointe à Bertrand Delanoë, maire de Paris, et puis notre confrère allemand Rudolf Balmer, bonsoir, journaliste bonsoir. À la Tageszeitung. Anne Hidalgo d'abord. Les démentis donc se sont succédés aujourd'hui à Berlin, à Rome, Madrid, Londres, où David Cameron a affirmé il y a un instant n'avoir jamais fait partie d'un quelconque pacte secret pour ne pas recevoir François Hollande. Est-ce que vous êtes rassuré? Bah écoutez, prenons acte de ces démentis, mais c'est vrai qu'on a vu M. Cameron, on a vu Mme Merkel dire combien il soutenait la candidature de Nicolas Sarkozy, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est l'ensemble des conservateurs européens. Ça m'étonne encore moins de voir que M. Rajoy en Espagne le soutient aussi, dont acte, voilà. Mais je crois que les Français surtout n'apprécient pas qu'on leur dicte leur conduite, que ce soit à l'intérieur et peut-être encore moins à l'extérieur. Vous dites que c'est bon pour François Hollande finalement. Non, il apparaît quoi comme
comme le Gaulois qui résiste au diktat européen. Pas du tout, mais je trouve un peu stupide, voilà, que... Alors c'est vrai que l'Europe, l'intégration européenne est un élément important, et c'est bien que les différents pays, les leaders politiques des différents pays s'entendent, mais par rapport à la proposition de François Hollande, qui est d'introduire une dimension sur la croissance dans ce traité, franchement, je ne vois pas. Enfin, aujourd'hui, la plupart des économistes sont quand même d'accord pour dire que des plans d'austérité sans relance de la croissance, ça ne donne rien. Oui, mais les chefs d'État des principaux pays européens, avec qui peut-être demain François Hollande, votre candidat, gouvernera l'Europe, disent non, on n'en veut pas. Bah, écoutez, est-ce que ça pose un problème de crédibilité? Non. Alors, ça c'est très intéressant, vous avez vu, parce qu'elle dit à un moment, tout le monde sait que des plans d'austérité en période de faible croissance, ça ne mène à rien. C'est exactement ce qui se passe depuis qu'Hollande a été élu. Hein. Donc, c'est très important. Ça veut dire qu'ils savent parfaitement quelle est la situation. Hein. C'était Oscar Wilde qui disait « Au fond, la vie n'est qu'une lente désillusion ». Moi, j'ai eu une chance peut-être sur vous, c'est que je suis allé en cabinet ministériel et que, grimpant la hiérarchie administrative, arrivant en cabinet ministériel, à chaque fois, je me disais, bon, mais ça se passe pas bien, mais au niveau au-dessus, bien. Et puis non, nulle part, quelqu'un a de réflexion et les gens savent très bien ce qui se passe. Hein. Il ne faut pas du tout croire qu'ils tombent des nues. Ils font carrière. Donc, Madame Hollande, excusez-moi, Madame... n'y voyez pas... Madame Hidalgo. Madame Hidalgo dit « Tout le monde sait bien que des plans d'austérité, quand il n'y a pas de croissance, ça ne mène à rien. » Pourtant, c'est ce que fait la France depuis maintenant 3 ans que François Hollande est élu, parce qu'il n'a pas les moyens. Et vous avez vu à la fin, il y a le journaliste qui lui dit « Mais quand même, est-ce que ça ne pose pas un problème de crédibilité puisqu'il sera amené à diriger à la France avec elle ?» Et elle dit « Non, non, pas du tout. » Alors que si, c'était évidemment la bonne question. Le journaliste a posé la bonne question. Sauf qu'on serait dans un pays démocratique normal, le débat aurait continué. Il aurait dit « Mais attendez, vous dites non. Mais le problème, c'est que M. Hollande et la France est très minoritaire. Donc comment allez-vous faire changer d'opinion les Anglais, les Allemands, les Néerlandais Comment allez-vous le faire concrètement expliquer aux Français ?» Alors là, il n'y aurait plus personne. Mais naturellement, tout ça, ce sont des scènes chantées. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'on pose des questions gentillettes. Hein, moi, quand je suis passé chez Ruquier, j'ai eu droit à « Oui, vous êtes un facho parce que vous avez été dans un bistrot dont le gérant était un mec que je ne connaissais pas, dont j'ai appris après qu'il paraît-il c'était un type qui était un skinhead. » Voilà le genre de questions de très haute importance auxquelles j'ai été confronté. Donc, en réalité, nous avons des journalistes qui ne font pas leur boulot. Nous avons des journalistes qui disent « Attendez, madame, c'est trop grave. » Il s'agit pour les Français d'élire le président de la République. On ne peut pas se contenter de simplement « Mais non, ça pose pas... » Si, ça pose un problème de crédibilité. Comment M. Hollande va-t-il faire avec son programme pour l'imposer aux autres? Et s'il n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est d'ailleurs la même chose pareil en Grèce. Hein. M. Tsipras et Syriza étaient élus. Il a promis aux Grecs, on va rester dans l'Union européenne et dans l'euro, bien entendu, mais 2, on va imposer nos volontés. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et les Grecs, on en est là. Comme je le dis souvent, c'est comme si... Ça, c'est la politique de Mélenchon, c'est le même genre. C'est comme si vous disiez, voilà, vous allez chez des amis, ils ont mis une belle nappe blanche, ils ont mis de l'argenterie, etc., et puis vous commencez à mettre les pieds sur la table, à vous essuyer les semelles sur la table, et à lâcher des flatulences, en disant « Qu'est-ce que c'est dégueulasse, votre bouffe !» Mais je compte rester ici. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Soit vous acceptez les règles de la maison, soit vous dégagez. Et en fait, ils acceptent les règles de la maison, bien entendu. Donc c'est exactement la même situation qu'actuellement il est en train de se passer en Grèce. Et en plus, c'est pire que tout. Parce que ce qui est en train de se passer en Grèce, c'est que les Grecs sont désespérés. Et les Grecs se disent, si même Syriza n'y est pas parvenu, c'est effectivement, on ne peut pas faire autrement. C'est à ça que servent les mouvements leurs. Hein. Les mouvements leurs, ce sont des mouvements d'opposition prétendument farouches, mais qui soutiennent en fait le truc. Donc une fois qu'ils arrivent au pouvoir et qu'ils disent voilà, on ne peut pas faire autrement, les gens disent oui, malheureusement, on ne peut pas faire autrement, puisqu'on ne leur a pas montré qu'il y avait d'autres possibilités de sortie.
La technique du râteau, alors ça c'est une technique qui est alors utilisée très généralement. La technique du râteau, vous savez comment ça marche. C'est également dit de la technique des lieutenants. Ça consiste à faire tenir des discours totalement contradictoires par les différents responsables du parti afin de ratisser large les électeurs aux opinions contraires. Donc vous allez avoir, par exemple, le râteau Hollande, vous aviez M. Montebourg, qui était à l'extrême gauche. Alors lui, il tenait des propos plus à gauche que Mélenchon. Il allait s'opposer aux délocalisations, on allait voir ce qu'on allait voir, on a vu. Maintenant, il est à New York, vous savez. Madame Aubry, elle, c'était l'Europe sociale, tati-tata, fille de son père, bon. Vous aviez Ségolène Royal, donc elle, c'était tout le prestige de quelqu'un qui avait été candidate à la présidence de la République, bon. Et puis vous aviez Manuel Valls, qui était là pour jouer les pères tapes dures à droite de Sarkozy. Voilà. C'est la vis. Voilà. Donc, les électeurs interprètent chacun à la façon le programme politique et personne n'est là pour les détromper. On ratisse large. Parce que l'esprit humain est ainsi fait qu'il préfère retenir les choses qui lui plaisent que les choses qui lui déplaisent. Voilà. On préfère retenir. Donc quelqu'un dit « Ah oui, j'ai entendu, je vais au vote Hollande parce que j'ai entendu Montebourg, il est très bien, il va lutter contre les délocalisations. » Alors si vous dites « Mais non, mais attendez, il pourra lutter contre rien du tout. Les délocalisations, c'est l'article 63 du TFU, hein, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit tout contrôle au règlement aux circulations des capitaux. Donc il ne pourra rien faire du tout. » Moi, on a dit ça avant. Hein. Allez voir. Moi, j'ai fait des conférences, nous, on a appelé à l'abstention. On a dit, ça sera pareil au même. On avait raison. Entre Sarkozy et Hollande, j'avais même fait une conférence, j'ai dit, vous aviez adoré Sarkozy, vous adorerez Merkel Hollande. C'est exactement ce qu'on a eu. Alors quand on disait ça, il y a des gens qui disaient, oh quand même, qu'est-ce que vous dites? Rien ne serait pire que Sarkozy. Moi, je crois que c'est encore pire. Et on n'a pas vu le suivant. Parce que à chaque fois, c'est pire. Les gens, quand Chirac avait été élu, il y a des gens qui m'ont dit ah, heureusement que c'est Chirac, ça ne peut pas être pire que Mitterrand. Après, quand Sarkozy est arrivé, heureusement que Sarkozy, ça ne peut pas être pire que Chirac. Après ça, bon, heureusement que c'est Hollande, ça ne peut pas être pire que Sarkozy. Et puis vous verrez, les gens qui vont dire ah mais non, mais Manuel Valls, ça ne peut pas être pire que Hollande. Si, ça peut être pire. C'est une descente aux enfers. Voilà. Donc ça, c'est fait pour, et vous voyez qu'au total, vous élisez quelqu'un qui ne fait rien de tout ça. En fait, vous élisez quelqu'un qui est le majordome de l'oligarchie euro-atlantiste et qui n'a absolument pas son mot à dire sur les grandes orientations politiques, géopolitiques, diplomatiques, militaires, etc., etc. Voilà. Alors cette technique du râteau, on va la voir, c'est utilisé exactement de la même façon à l'UMP, au PS, au Front National et dans les partis les plus importants. La troisième technique, c'est la technique du paratonnerre. Alors c'est quoi la technique du paratonnerre? Ça consiste... On commence par décrire assez exactement une situation avec laquelle les électeurs se sentent d'accord. Tout le monde ne peut être que d'accord. Ensuite, on présente des solutions qui sont délibérément fausses et inapplicables, puisqu'elles gardent le silence sur les véritables raisons de la situation qui a été décrite. Et enfin, tout ça permet de protéger les vrais responsables. On dévie la colère des gens vers rien, vers des lampistes ou vers rien, et on protège ceux qui sont les vrais auteurs qui, du coup, en échange, vous font élire en vous ouvrant grand les médias. On ne cherche pas les véritables responsabilités. De Gaulle avait cette expression que je vous conseille d'avoir à l'esprit. Il disait « il faut aller au fond des choses ». Actuellement, nous avons des mouvements qui ne vont pas au fond des choses. Alors on va prendre un exemple. Avec le Parti socialiste, c'était ça. Le Parti socialiste, peut-être du moins les jeunes socialistes, avec les jeunes du Parti socialiste espagnol, les jeunes du Labour britannique, les jeunes de la jeunesse socialiste de Catalogne, ce qui ne devait pas faire beaucoup plaisir aux jeunes espagnols. Il y avait également, je ne sais plus quoi, le Parti socialiste peut-être tchèque ou je ne sais pas quoi. Ils ont fait une grande opération qui consistait, qui s'appelait Génération de la crise, dont le slogan était « Rise Up ». Slogan européen s'il en est.
Et le slogan, c'était « Pour une Europe de l'emploi démocratique et écologiste ». Il s'agissait d'appeler des jeunes à faire le tour en courant de certaines places de grandes villes. Vous avez du chômage, etc. On va vous faire courir en rond, autour d'une place, en disant « Rise up ». Ça marche. Mais c'est horrible. C'est horrible parce que ça marche. Alors, vous voyez ici des gens qui courent comme ça, à Barcelone, ou là c'était peut-être Place de la République à Paris, voilà, qui ont fait le tour de la truc. Ils couraient pour une Europe de l'emploi démocratique et écologique. Alors voilà le verso du tract. Rise up. Vous allez voir comment ça marche. Les jeunes Européens subissent de plein fouet la crise économique. C'est vrai. Le constat est exact. Nous sommes en première ligne face au chômage, à la précarité de l'emploi, à la privatisation rampante de nos systèmes de soins et de protection sociale. C'est exact. C'est une parfaite description de la situation. Nous sommes les premiers à supporter la cherté des loyers et donc la perte d'autonomie, notre génération étant ainsi forcée à vivre indéfiniment chez ses parents. C'est vrai. Cette situation est la conséquence directe des politiques d'austérité et du démantèlement de l'État-providence. C'est vrai. Et là, d'un seul coup, ça ne devient plus vrai. Imposé par les conservateurs et les libéraux en Europe. C'est faux. C'est imposé par les traités européens. Et d'ailleurs, vous avez les Espagnols, par exemple, quand ils ont fait cette course-là, c'était encore Zapatero qui était espagnol, qui était socialiste, entre guillemets, en Espagne. Nous disons fermement que la priorité pour l'Europe doit être la lutte contre le chômage. Nous disons fermement. Heureusement que c'est fermement. Si c'était pas fermement, ça aurait moins de poids. Nous disons fermement que la priorité pour l'Europe doit être la lutte contre le chômage, la préservation d'un haut niveau de protection sociale et la baisse des émissions de gaz à effet de serre. C'est un peu curieux. Nous disons fermement que la priorité doit être la lutte contre le chômage, la préservation d'un haut niveau de protection sociale et la recette de la choucroute garnie. La démocratie et la volonté du peuple européen, c'est faux. Il n'y a pas de peuple européen. La démocratie et la volonté du peuple européen doivent avoir plus de force que les décisions des marchés, des agences de notation et de la finance. C'est faux. Le Luxembourg tire l'essentiel de son niveau de vie des marchés financiers. Le Luxembourg est un des 28 États membres, peut bloquer toute évolution de traité qui ne lui plairait pas. Il n'y a pas que le Luxembourg. La City londonienne, c'est 25% du PIB de l'Angleterre. Jamais l'Angleterre n'acceptera une modification des traités européens qui contraindrait un tant soit peu le monde de la finance. On peut dire la même chose à peu près ou avec des nuances des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Finlande et de l'Allemagne. Le problème, c'est que nous avons affaire à des gens qui ne veulent pas voir en face le fait que nous avons des pays dont les intérêts nationaux les plus fondamentaux sont contradictoires. Et que tout le jeu de l'Europe, c'est justement d'avoir mis 28 pays aux intérêts fondamentaux totalement contradictoires en leur disant « démerden zizi », justement, ça ne marche pas. Vous pensez bien que le Luxembourg ou le Royaume-Uni, qui tirent une partie absolument fondamentale de leur richesse, justement de l'existence de la City londonienne, des marchés financiers, etc., vous n'allez pas leur demander de se suicider, ça c'est pas possible. Eh bien ça, il n'en est pas question, hein, là-dedans. Nous, jeunes socialistes européens, appelons le Conseil européen, le Parlement européen à tourner le dos à l'austérité. Quand on tourne le dos, il faut faire toujours attention. Et à agir immédiatement en faveur d'une Europe de l'emploi, de l'écologie et de la démocratie. Bien. Alors, une fois que ces prémices ont été posées, vous voyez qu'il n'est absolument pas question des articles des traités européens. Comme si c'est-à-dire que le traité européen, c'est le comment dirais-je, c'est exactement le règlement de copropriété. Si vous avez un appartement dans un immeuble, vous savez qu'il y a un règlement de copropriété. Si d'un seul coup vous décidez de peindre la cage d'escalier en bleu, si les autres ne sont pas d'accord, vous allez avoir des procès, vous allez le perdre. Vous êtes obligé de respecter le règlement de copropriété dans lequel vous êtes. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est exactement quelqu'un qui dirait on va repeindre, on est tous copains parce qu'il y a 3 personnes qui s'entendent dans un immeuble où il y a 28 appartements. Il y en a où 3 où ils sont combien? Ils étaient 6 ou 7. Et ils ne représentent d'ailleurs pas les gouvernements, c'était simplement des partis jeunes, des partis socialistes.
Et on va d'un seul coup repeindre la cage d'escalier en rouge framboise. Mais ça ne marchera pas, parce que les autres ne seront pas d'accord. Et en plus, à la différence des règlements de copropriété, en plus de ça, dans les traités européens, il faut l'unanimité, article 48 du TUE, pour modifier les traités. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose, pour une Europe de l'emploi démocratique et écologiste, taxer les riches pour augmenter les recettes publiques des États. Oui, ça, très bien, sauf que justement, c'est exactement le contraire que demande la Commission européenne. Paraît-il qu'il faut au contraire diminuer justement les taux d'imposition. Garantir les dépenses en matière de protection sociale et d'éducation, mettre fin au dumping fiscal par un impôt européen minimum sur les sociétés, ainsi qu'un niveau élevé d'imposition sur l'héritage. Oui, mais pas de pot. Tous les pays de l'Est ne veulent pas d'harmonisation fiscale parce qu'en général, ça leur bénéficie. Quant au Luxembourg, je rappelle que actuellement le président de la Commission, M. Jean-Claude Juncker, auparavant Premier ministre du Luxembourg, a été, vous l'avez vu, il y a eu un scandale qui est sorti, c'est au contraire lui qui a organisé, s'agissant du Luxembourg, l'évasion fiscale pour 340 sociétés multinationales qui venaient, par exemple comme McDo et autres, qui venaient dégager du profit au Luxembourg, c'est pas taxé, dégager des pertes en France par des jeux d'écriture comptable. Le grand organisateur de ça est maintenant président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker. Bien. Lutter contre les paradis fiscaux au niveau européen, mais c'est comme si c'était fait. C'est comme si c'était fait. On va donc demander au Luxembourg de se suicider, à l'île de Man, au Royaume-Uni, de se suicider. Désarmer la bombe du chômage des jeunes. Alors ça fait partie de la langue de bois. Désarmer la bombe du chômage des jeunes, ça tout le monde peut le dire. Je vais désarmer la bombe du chômage des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire. Vous voyez bien ce que ça... Vous comprenez à quel point il faut être vigilant en politique. C'est que nous, lorsqu'on dit « nous voulons supprimer, sortir de l'Union européenne par l'article 50 pour justement dénoncer l'article 63 qui autorise la libre circulation des mouvements de capitaux », ça ne veut pas dire que l'on est en faveur du développement de l'apprentissage de l'araméen ancien en Basse-Bourgogne. C'est quelque chose qui est absolument univoque, qui ne peut rien dire d'autre que ce que ça veut dire. Tandis que quand on dit « on va désarmer la bombe du chômage », alors il y en a un, il va dire à gauche, on va désarmer la bombe du chômage. À droite, on va dire, on va lutter contre cette plaie qu'est le chômage des jeunes. À l'extrême droite, on va dire, il faut, comment dirais-je, inverser la courbe du chômage des jeunes. À l'extrême gauche, c'est une honte le chômage des jeunes. Et les Français disent, mais pour qui je peux voter là-dedans ? Mais oui, parce que ça, c'est simplement un slogan qui est dépourvu de choses concrètes. Alors, désarmer la bombe du chômage des jeunes en mettant en place une garantie européenne jeune pour toutes les personnes de moins de 24 ans, interdire les emplois précaires, bannir la pratique des stages non payés ou sous-payés. Oui, sauf que ça, c'est exactement ce que réclame la Commission européenne depuis des années. Ce sont les articles 121 du TFU, c'est les grandes orientations de politique économique, les GOPE. Donc, qui, je le montre dans d'autres conférences, on demande au contraire à tous les États, en particulier à la France, les fameuses réformes indispensables, c'est qu'il faut justement lutter contre développer ce qu'ils n'appellent pas les emplois précaires. Dans la langue de bois européiste, on dit il faut développer, il faut, comment dirais-je, assouplir les politiques de l'emploi. Assouplir. C'est ça que ça veut dire. Assouplir les politiques de l'emploi, ça veut dire développer les emplois précaires. C'est ça. Il faut qu'il y ait un schéma d'emploi plus flexible. Ça veut dire qu'on peut vous foutre à la porte du jour au lendemain. Tout ça, ce sont tous les euphémismes européistes qui sont utilisés sous le couvert général des réformes indispensables. Créer de nombreux emplois et de qualité par la réduction du temps de travail. Bon. Comme vous le savez, ce n'est pas le problème. Le problème actuellement, c'est que les entreprises, elles se délocalisent dans des pays où le coût du travail est à peu près 5% du coût du travail en France ou en Allemagne. Alors, créer de nombreux emplois par réduction du temps de travail, ce n'est pas du tout d'actualité. Investir massivement dans les économies d'énergie et les énergies renouvelables pour créer des millions d'emplois en Europe dans la transition énergétique. Bon, très bien, tout ça, ce sont des vœux pieux. D'abord, on est tout à fait peu vraisemblable de créer des millions d'emplois avec des économies d'énergie. Deuxièmement, c'est mené, c'est déjà en cours, la politique d'économie d'énergie. Troisièmement, tout ça nécessite de l'argent que l'on n'a pas. Protéger les travailleurs européens par un salaire minimum, justement, c'est ce que veulent pas du tout les pays de l'Est. Puisque pourquoi Peugeot délocalise la fabrication de la C3 en Slovaquie ? C'est justement parce que ça coûte beaucoup moins cher que ce soit en Slovaquie.
C'est tout. Donc il est évident que si les Slovaques, les gouvernements montaient ça c'est ce que dit la gauche, le monsieur Mélenchon. Nous sommes pour l'harmonisation fiscale vers le haut. Ben oui, très bien. Sauf que ceux qui ont des trucs plus bas ne veulent pas, justement. Ils ne veulent pas parce que c'est justement grâce à ce différentiel en leur faveur qu'ils reçoivent tous les emplois venus de l'Ouest. Ils ne vont pas tuer la poule aux œufs d'or. Assurer l'indépendance des États par rapport à la finance, CF, monsieur Hollande, en permettant à la Banque centrale européenne de leur prêter directement. Bon, bah ça c'est très gentil, mais ça il faut demander à Madame Merkel et à toute l'oligarchie allemande et à la Francfort, dont les pensées sont reflétées fidèlement par la Frankfurter Allgemeine Zeitung, de dire il faut que la BCE fasse ça. Il ne faut pas demander seulement à Mme Merkel, il faut également demander au Premier ministre finlandais, aux Luxembourgeois et aux Pays-Bas. Vous savez que ce sont ces 4 pays qui sont actuellement les 4 pays très très largement créditeurs dans le cadre du système Target 2, c'est-à-dire les pays refuges pour tous les pays du Sud, justement parce que pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, je vous renvoie à ma conférence sur la tragédie de l'euro. Introduire une taxe sur les transactions financières de 0,1%, très bien, sauf que ça ne marchera pas puisqu'il n'en est pas question pour certains autres pays. Rendre l'Union européenne démocratique en mettant sur pied d'égalité le Parlement européen, seule institution directement élue par le peuple européen. Le problème, c'est que le peuple européen, ça n'existe pas. Voilà. En d'autres termes, eh bien, vous avez là exactement ce que j'appelle le stratagème, la technique du paratonnerre. C'est-à-dire que parce que le début est un réquisitoire qui est juste, pour l'essentiel. Là où ça commence à dérailler, c'est quand ils font reporter ça sur la volonté des conservateurs en Europe. C'est pas vrai. C'est sur les traités européens. Et d'ailleurs, au passage, ça veut dire qu'il faudrait donc qu'il y ait une unanimité. Il ne parle pas du problème d'unanimité. Il faudrait qu'il y ait une unanimité qui soit de gauche. On va voir tout à l'heure la probabilité d'avoir une unanimité de gauche. Et ensuite, s'adresse toute une liste de propositions qui, pour le grand public, quand il les lit, se dit « ma foi, c'est pas mal », sauf que personne jamais ne leur dit que c'est absolument inapplicable, puisque c'est contraire au traité et où il y aura au moins 2, 3, 4, 5 États de l'Union européenne qui y mettront leur veto alors qu'il faut l'unanimité. Donc ça n'aura jamais lieu, c'est d'ailleurs, ça n'a pas lieu. Alors on fait tourner comme ça les gens autour de leur truc. Alors, si vous étiez d'accord, mais I rise up. I rise up, je suis d'accord, donc I rise up, je signe la pétition. I rise up pour demander au Conseil européen de rompre avec la politique européenne d'austérité pour construire une Europe de l'emploi démocratique et écologique. Bon, vous voyez, ça a été fait, c'était il y a 5 ans. On s'en fout, ça n'a eu aucun. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est pas tout à fait rien passé, c'est que l'on a désarmé la colère des jeunes. On l'a orienté vers... C'est un paratonnerre. On l'oriente vers quelque chose, vers la terre, c'est une impasse, ça ne débouche sur rien. Et les gens, vous savez, une fois qu'ils ont fait 3, 4 fois, 10 fois le tour de la place de la République, ou bien le tour de, je sais pas, de Washington, je sais pas quoi, de Trafalgar Square à Londres, ou de la Piazza del Popolo à Rome, ils l'ont fait une fois au mois d'avril, une fois au mois de mai, puis après ça, au mois de juin, ben non, là, je n'irai pas, cette fois-ci, je vais prendre un... Et puis en septembre, oui, bon, là, j'y vais. En octobre, non, là, j'ai les gosses, je peux pas. Et puis en décembre, non, je suis fatigué, puis ça se termine comme ça. Et ainsi a été désamorcée, en douceur, toute la colère des jeunes qui ne voient plus de possibilité autre que de boire, se droguer, émigrer, ou bien accepter d'avoir un petit boulot 10 heures par semaine chez McDo. Voilà. Ainsi se passe la vie politique en Europe. Le 4e technique, c'est la technique de la débilisation. La débilisation consiste à réduire le débat politique au niveau d'un gag, afin que les électeurs ne perçoivent plus la gravité des enjeux et qui se décident à voter avec insouciance et impulsivité. Je vous l'ai montré tout à l'heure, notamment pour les campagnes, vous savez, pour appeler à voter. Là, vous aviez vous savez, engagez-les selon vos désirs, etc. Pliez-les à vos désirs, ils se clashent le fouet. Ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'au lieu de parler de sujets qui sont vraiment très très graves, d'attirer les gens vers le haut, de leur dire voilà la gravité de la situation, non, on va leur donner un gag, etc. Alors comment ça se passe ? Eh bien, ça, c'est la campagne des jeunes du Parti socialiste pour les élections européennes de 2009. Oh, chérie, j'ai envie de toi. Fais-moi l'Europe. D'accord. Alors ça, c'est les conservateurs.
Et ça, c'est le besoin de changement, ce sont les socialistes. Voilà, faites vibrer l'Europe en votant socialiste. Je n'invente rien. Voilà le degré auquel est rendue la politique, parce que c'était un clip vidéo MJS, mais qui était également fait par le Parti socialiste espagnol, vous avez peut-être vu, PSE. Voilà le niveau de réflexion auquel conduit l'Europe. Alors, de fait d'ailleurs, dans la foulée, il y a eu baisse de la TVA sur les préservatifs. La gauche vous protège. Eh oui.